Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock avec Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va se faire plaisir, on va parler finances avec notre ami Pierre-Paul. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour René. Hey Pierre-Paul, j'aimerais qu'on vienne sur un détail, mais là, tu viens jaser avec moi régulièrement sur les ondes de CHUN-FM toutes les mardis après-midi dans le retour à la maison avec notre ami Jean-François. Mais également, tu rencontres les gens un peu partout. Il y a des conférences qui se font un peu partout où tu vas, où tu jases avec les gens. Tu prends le temps de leur expliquer les choses. Tu prends le temps de jaser, de les rencontrer. Il y en a une, entre autres, qui s'en vient à Montbéliard, mais je pointe celle de Montbéliard en ce moment, mais il y en a eu à plusieurs endroits. Autant dans le secteur de Ville-Marie, le secteur d'Amos, La Sarre et compagnie, tu es partout à la fois et tu rencontres les gens, ce qui est un fait rare pour le type de métier que tu as, me semble. Oui, en fait, l'idée de faire des présentations, ça va dans l'optique de qu'on a toujours, là, de vraiment aller sur le terrain, rencontrer les gens, puis donner de la formation gratuite aussi aux différentes personnes, puis par le biais là de différents organismes, des fois la QDR, des fois le Centre d'action bénévole. Dans ce cas-ci, là, justement, à Montbéliard, c'est le réseau d'entraide de Montbéliard qui est des gens là qui se regroupent. Des fois, je suis invité pour donner des conférences. Puis dans les quartiers s'organisent aussi de plus en plus. J'étais allé à Clérici à un moment donné, là, je pense que c'est l'année passée. Montbéliard, je pense que ça va être la troisième fois que j'y vais. Okay. C'est un quartier qui est très, très bien organisé. Donc c'est des présentations. Les autres, une fois par mois, je crois qu'ils reçoivent différents conférenciers sur différents sujets, donnent des présentations. Puis moi, j'ai la chance d'y aller pour ce sujet-là. Le mois passé, j'étais à la QDR à Rouen. La semaine prochaine, je suis à Amos. Donc, il y a plusieurs conférences qui se donnent. Fait que ceux que ça intéresse, on les publie sur notre Facebook. Il y en a plusieurs. À Montbéliard, on va parler des 10 scènes d'habitude de gestion financière, comment faire un budget efficace, les stratégies pour vivre sans crédit aussi. Il y a beaucoup de ces sujets-là, évidemment, c'est des choses qu'on parle en ondes, mais des fois, les gens aiment ça être là en personne parce que ça permet d'échanger, de poser des questions. En radio, ils peuvent pas me poser de questions, mais là, en personne, on peut échanger, puis des fois, on sort carrément de la présentation, puis on parle de différents sujets, que ce soit des successions insolvables, que ce soit des différentes questions par rapport au placement ou au renouvellement hypothécaire ou comment ça marche telle chose ou bon. Fait qu'il y a différents sujets intéressants. Puis c'est des présentations là, qui sont gratuites pour les gens qui sont souvent en collaboration avec des organismes. Alors, on va donner les coordonnées, Montbéliard et la date où ça se fait pour que si les gens veulent se rendre là-bas, qu'ils puissent le faire. Oui, les gens peuvent, dans le fond, là, parler avec le réseau d'entraide de Montbéliard. Puis le mieux, c'est le 1er mai, en fait, que ça se passe. C'est à 1h, là, si je ne me trompe pas. Je pourrais donner les coordonnées aussi sur mon Facebook et tout ça. On tient les gens à jour là, de nos rencontres et de nos suivis. Là. OK. On va revenir sur un sujet dont on a parlé la semaine dernière, mon cher. J'aimerais qu'on parle des chatbox. Puis, on disait la semaine dernière que quand on leur pose des questions, ils ont 35 de chances de te donner une mauvaise réponse. Et c'est énorme. Oui, c'est ça. Puis je voulais revenir là-dessus parce qu'on a parlé à la fin, puis on manque toujours de temps quand on se parle. Hein? Oui. On avait parlé que c'est un audit réalisé par NewsGuard là, qui indiquait que près de 35% des informations sur les chatbox étaient faux. On parlait de 10 chatbox qui avaient été audités de cette façon-là. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que le pourcentage de mauvaises réponses augmente. Donc, par rapport à l'année précédente, de mémoire, je crois que c'était 20% en 2024, mais en 2025, c'est monté à 35%. Et ce qu'on disait, c'est que c'est le fait de vouloir donner une réponse rapidement diminue les qualités des réponses. Et on est dans un monde qui va de plus en plus vite, un monde où l'apparence est importante, un monde où on clique sur une vidéo, puis si après 3 secondes, on n'est pas intéressé, on va cliquer sur autre chose. Donc, tout ça fait que l'intelligence artificielle le comprend aussi, puis les programmeurs de ça le comprennent. Donc, il faut que ça aille très vite. Donc, c'est pas vrai que si ça prend 15 secondes pour donner une réponse pertinente, ça ne marche pas présentement. Donc, ils sont mieux de donner une mauvaise réponse en 1 seconde qu'une bonne réponse en 15 secondes. Donc, c'est ça la logique malheureuse derrière ce calcul-là. Puis, je voulais donner l'exemple précis de ce qui m'était arrivé. J'en avais parlé rapidement. J'avais une cliente qui m'était revenue là, en me disant, j'ai posé cette question-là de ChatGPT, puis ça me donne pas la même réponse que toi. On l'a décortiqué. Donc, la question était la suivante, est-ce que mes régimes épargne-études, les REEE,
sont saisissables dans un contexte de faillite, parce que cette personne-là, cette cliente-là est en faillite, et donc elle s'intéressait à ça. Elle m'avait déjà posé la question, mais elle se rappelait pas de la réponse, donc elle l'a vérifié avant de me rappeler. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit non, c'est l'inverse de ça. J'étais surpris parce que c'est une réponse quand même assez facile, parce que le régime épargne-études, c'est en fait la partie des subventions n'est pas saisissable. Par contre, les contributions sont saisissables dans un régime épargne-études. Mais le malheur là-dedans, c'est que si on va chercher les contributions dans beaucoup de régimes épargne-études, les subventions sont retournées au gouvernement, donc les gens les perdent. Donc, on a différentes stratégies, surtout quand il y a des régimes épargne-études autogérés. On a plus de flexibilité, puis on est capable de faire des choses intéressantes qui permettent aux gens de ne pas perdre des subventions d'une part et des fois de ne pas avoir à débourser des montants pour acheter le régime épargne-études. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Encore là, ces nuances-là, évidemment, les chatbox ne seront pas capables de les décrire ou même de les comprendre ou de même savoir qu'ils existent. Donc, ça, c'est la première chose. Et la réponse qui avait été donnée, c'était quand je disais là, en ligne la semaine passée que c'était une bonne réponse à une mauvaise question, c'est que la réponse qui était donnée, c'était la réponse pour les REER, qui est différente de la réponse pour les régimes épargne-études. Donc, la réponse qui avait été donnée, c'est les cotisations des 12 derniers mois sont saisissables, mais tout ce qui date de plus de 12 mois est protégé en faillite. Ce qui est vrai pour les REER, mais qui est absolument pas vrai pour les régimes épargne-études. Donc, il y avait cette nuance-là qui était pas bien expliquée, puis c'était pas pour la bonne question que la réponse était là. Donc, faut penser que quelqu'un qui fait une stratégie avec l'intelligence artificielle, puis qui tient compte de ces commentaires-là, je prends le cas, moi, exemple, le cas où c'est le plus utile, là, l'utilisation des REER pour moi, ou en tout cas un cas où c'est très, très utile, c'est pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont très à risque au niveau d'échecs d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui échouent, puis les entrepreneurs doivent souvent donner le cautionnement personnel sur les prêts qu'ils ont. Donc, leur responsabilité personnelle est engendrée, même si on est incorporé. Donc, pour les protéger de saisies éventuelles dans le cas d'échec de leur entreprise, moi, je leur recommande souvent de prendre des REER parce que, justement, s'il y a une entreprise qui opère pendant 4 ans puis ils ont pris des REER, ou qui en ont même pris dans le passé avant ça, tous les REER qui ont plus de 12 mois de cotisation vont être insaisissables. Donc, même si la personne faisait une faillite, elle va être capable de garder ses REER. Alors que si elle avait, exemple, mis cet argent-là en paiement de son hypothèque, ou si elle a mis cet argent-là pour s'acheter des biens, tout ça, c'est des actifs qui sont saisissables. Donc, le choix n'est pas intelligent par rapport à la situation de la personne. Et donc, imaginons-nous une personne qui veut se structurer, qui réfléchit à son futur de façon intelligente, puis qui va poser des questions comme ça dans l'intelligence artificielle, puis qui sait dire que le régime épargne-études peut être insaisissable pour des cotisations plus de 12 mois. Les gens pourraient faire une stratégie entière dans laquelle, au lieu de mettre l'argent dans les REER, ils vont les mettre dans le régime épargne-études. Et là, après ça, il y a un problème, ils vont voir un syndic, puis là, ils se font dire, non, c'est saisissable dans mon temps que tu as mis là. Donc, c'est ce genre de situation-là qui amène des problèmes avec l'intelligence artificielle parce que c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Là. Puis ce qu'on disait hors micro, c'est important que, il y a un avertissement dans le bas de la page quand vous jouez avec l'intelligence artificielle. Vérifiez toujours l'information qu'elle vous donne. Et c'est tellement vrai qu'il faut le faire. Il faut laisser le temps. Maintenant, il y a des fonctions dans l'intelligence artificielle qui permettent de la laisser réfléchir beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si on les a sur toutes les intelligences, mais moi, j'ai ça dans les miennes. Et je la laisse travailler au maximum. Je ne travaille pas à ce niveau-là, mais c'est peut-être une solution parce que, Pierre-Paul, tu me disais que le taux d'erreur était à 20% précédemment, puis plus l'intelligence va rapidement, et plus on tombe vers un taux qui tend vers le 35%. C'est donc que elle est appelée à répondre beaucoup trop rapidement. Oui, c'est une des raisons. Il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent cette augmentation-là, mais c'est une raison qui, pour moi, est évidente, parce que si on augmente la vitesse, on diminue la précision, tout simplement. Mais comme tu as dit, c'est un outil, toi, tu t'en sers, tu le fais ralentir, puis tu t'exerces un certain contrôle sur la façon que l'outil va chercher. C'est la même chose.
C'est de cette façon-là qu'on doit l'utiliser. Puis personnellement, moi, quand je l'utilise des fois, au lieu d'aller fouiller dans la loi, je vais lui poser la question parce que des fois, il va me sortir des points pertinents. Hey, c'est vrai, tel article. Fait que moi, je l'utilise aussi pour aller me faire des rappels, de dire, ah oui, tel article pourrait être pertinent dans cette situation-là. Mais il faut toujours aller le valider parce que c'est pas parce qu'il nous sort quelque chose que c'est vrai. C'est pas parce qu'il nous sort quelque chose que ça va respecter la jurisprudence, hein, parce que ce qui est écrit dans la loi est pas plus fort que ce qui a été jugé par les tribunaux. Hein. Fait qu'évidemment, il faut connaître les décisions, puis l'ampleur de la quantité de données et de jugements qui existent. Hein, il en sort à tous les jours des jugements dans tous les domaines. Ouais. Si l'intelligence artificielle veut tout gober ça, ça va prendre quelques minutes là, avant qu'elle puisse lire tout ça et en tirer des conclusions et être capable de faire des liens entre les différents jugements et entre la situation qui lui est proposée. Fait que tout ça prend du temps. C'est évidemment quelque chose qui réfléchit beaucoup plus vite puis qui a accès à beaucoup plus d'informations qu'un cerveau humain. Par contre, il y a des questions d'expérience et de pratique que cette intelligence met en place présentement, du moins. Oui, je pense moi aussi. Puis c'est important, lorsqu'on travaille avec l'intelligence artificielle, de lui mentionner, d'aller vérifier ses réponses. Ça donne déjà plus de crédibilité aux réponses, puis on s'éloigne peut-être un peu plus du 35 %. Oui, puis lui demander ses sources aussi, puis d'aller lire les sources aussi, de nous demander peut-être des résumés, mais d'aller lire les sources, ça, c'est une chose que les gens font très peu. Hein, source vidéo YouTube, ok, c'est super, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube, mais c'est quoi la source scientifique derrière, tu sais? Donc, faut se poser ce genre de questions-là. Puis ça, c'est un cas parmi d'autres. J'ai un client qui s'est ramassé dans le trouble aussi parce qu'il avait fait calculer ses impôts par l'intelligence artificielle en lui donnant toutes les données pertinentes, puis l'intelligence artificielle s'est trompée royalement. Donc ça, c'est un exemple aussi, parce que c'est difficile de tout lui donner l'information. C'est difficile pour elle aussi d'interpréter toutes les lois. C'est pas un fiscaliste. Encore là, c'est pas automatique que la réponse va être bonne. Aussi, pour les stratégies de placement, ça, je le vois souvent. Des gens qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire leur stratégie de placement, ce qui peut être une bonne idée pour se donner des enlignements dans certaines directions, mais il faut se rappeler que derrière l'intelligence artificielle, elle va chercher l'information sur des sites. L'exemple que j'aime regarder pour ça, c'est les fonds de solidarité FTQ. Il y a tellement de publicité pour les fonds de solidarité FTQ que une très grande direction que les chatbox vont prendre, c'est d'enligner les gens vers ça parce qu'ils présentent sur leur site notamment plein d'arguments positifs pour les fonds de solidarité FTQ. Notamment à cause d'un 30 % de remboursement d'impôts. C'est super, oui, c'est le fun, sauf que ça n'explique pas un paquet d'autres choses. Donc, évidemment, sur le site qui fait la promotion du Fonds de solidarité FTQ, on ne parlera pas de tous les désavantages du Fonds de solidarité FTQ. Donc, c'est là qu'un professionnel devient important pour expliquer que, le fait qu'on investit là-dedans, l'argent va être gelé. Il y a un paquet de conditions strictes. On peut pas sortir ça comme on veut. Donc, quelqu'un qui décide entre REER puis de mettre ça là-dedans, il y a déjà une très, très, très grosse différence à connaître qui est très handicapante quand on est dans ce genre de fonds-là. Ça ne parle pas non plus que les rendements moyens sont inférieurs au marché par rapport aux mêmes risques. Donc, ça veut dire que, oui, c'est beau, on fait une entrée d'argent au début par 30 % qu'on va faire fructifier dans le temps, c'est super. Mais cette entrée d'argent-là, c'est une fois. Le reste du temps, on va être pris avec les rendements et, comme on a dit tantôt, on peut pas le sortir comme on veut. Donc, on va être pris avec les rendements de ces fonds-là versus les rendements qu'on peut faire ailleurs. Donc, ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas d'un calcul qu'on peut faire de juste comparer certains fonds indiciels à ce genre de placement-là et de voir qu'après 5-6 ans d'investissement, on a rattrapé le 30 % de cadeaux de base du Fonds de solidarité FTQ, on l'a rattrapé par nos rendements. Et donc, si on investit sur un horizon de 30 ans, on vient de perdre énormément d'argent en investissant là-dedans versus quelqu'un qui est proche de la retraite puis que 2-3 ans avant la retraite, il veut mettre de l'argent dans les fonds FTQ. Ça, c'est peut-être une meilleure idée parce que là, oui, c'est gelé. Notre patrimoine, on en a d'autres ailleurs, donc c'est pas la fin du monde. Et le 30 % de remboursement d'impôt qu'on a, il est sur une plus courte période parce qu'on vient de prendre notre retraite. On va prendre notre retraite à très court terme. Donc là, ça peut être intelligent. Donc, il y a toutes sortes de nuances comme ça qui est importante à apporter. Et malheureusement, ces nuances-là sont pas présentées adéquatement là, dans les chatbox. Là. Bon, voilà. Hey, puis après, on est déjà rendu au bout du segment. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mais c'est un sujet qu'on pourrait reprendre, ça, parce que c'est un sujet intéressant.
Les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com et peuvent nous communiquer avec nous également sur notre Facebook et notre LinkedIn, La Casse CSSI. Merci, Pierre-Paul. Merci, Denis.